sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode qui me tient à cœur et qui va être un épisode de réflexion. Bon, c'est pas comme si les autres, c'était pas le cas, mais là, on va être vraiment dans un épisode de nourrissage de méninges et essayer de vous apporter du matériel pour voir les choses un petit peu autrement, changer de point de vue. Alors, dans le titre, vous n'avez pas beaucoup d'infos, et si c'était pas ta faute, donc dès l'intro, je vais vous dire de quoi on va parler, comme ça vous savez où vous mettez les pieds et vous pouvez rester ou pas. On va parler de la thématique de la surresponsabilisation des individus, donc de l'enjeu de l'individualisation des problématiques, qui se double parfois de la notion de la psychiatrisation des problématiques. En français, ce que on va développer dans cet épisode, c'est le fait que des fois, vous allez pas bien psycho-émotionnellement, vous allez mal, et c'est pas votre faute. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à ce que on entend de discours dominants, notamment sur Instagram et ailleurs, de dire « mais en fait, si tu vas pas bien, c'est parce que toi, c'est parce que tu n'as pas fait assez de yoga, c'est parce que tu n'as pas fait ta morning routine le matin, c'est parce que tu ne sais pas voir les choses de bon côté, c'est parce que tu n'as pas fait ton carnet de gratitude le soir, c'est parce que dans ta vie antérieure, Joker, dans ta vie antérieure, tu as un karma qui fait que gna gna gna, donc, c'est QFD, si tu vas pas bien, c'est ta faute, et donc, c'est à toi de te démerder pour te sortir de là. » Bon, mon propos, que je fasse le disclaimer d'entrée, n'est pas de dire que le yoga sert à rien, je vais pas dire ça, c'est partie de mon métier quand même, que le yoga sert à rien, ou que, je sais plus ce que j'ai pris comme exemple, la morning routine c'est nul, ou que les vies antérieures ça n'existe pas, c'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de remettre 2 secondes l'église au centre du village, et de dire que quand les individus que vous êtes, ou que vous accompagnez, puisque je sais par définition qu'il y a beaucoup de professionnels de l'accompagnement ici, quand les individus que vous êtes ou les individus que vous accompagnez rencontrent des problématiques, ces problématiques ne sont pas 100% individuelles. Ça n'est jamais le cas, d'accord ? Puisque, par définition, la problématique individuelle, elle est nécessairement reliée à des aspects sociaux, à des aspects politiques, à des aspects systémiques, à des aspects familiaux, à des aspects du couple, à des aspects de l'entreprise, bref, question de systémique. Bon. Au demeurant, il est vrai qu'il y a des problématiques qui sont, que vous rencontrez ou qui vous sont amenées qui sont beaucoup plus individuelles que d'autres. Ça, c'est certain. On n'est pas en train de dire que l'individuel n'existe pas du tout. C'est pas ce que je défends. Et je vais pas revenir dans cet épisode sur la notion de la systémique et de l'intrication des systèmes, etc. Là, le point aujourd'hui sur lequel je veux insister, c'est cette notion, du coup, de l'individualisation des problématiques, c'est-à-dire de problèmes qui émanent, qui sont inhérents à des systèmes, à des grands systèmes, des gros systèmes, et qui, tac, par lien de cause à effet, viennent se concrétiser, se symptomatologifier, je viens d'inventer un mot, chez des individus à qui, ensuite, on vient expliquer que c'est leur faute. Alors, je vais prendre un exemple très concret, parce que peut-être là, il y en a qui sont en train de se dire « je comprends rien à ce qu'elle raconte, la Besson ». Un exemple très concret. Je vais être très cash d'entrée, comme ça, je vais pas me faire des amis d'entrée. Pour certains d'entre vous, pour certains de ceux que vous accompagnez, pour certains de ceux que vous fréquentez, ou tout du moins, pour une bonne partie de ceux qui partagent votre pays, c'est pas qu'ils vont pas bien, c'est qu'ils sont pauvres. Ce que je veux dire avec cette notion de l'individualisation des problématiques, c'est que dans cet exemple-là, vous avez un système capitaliste néolibéral. On en pense ce qu'on veut. Je pense que tout le monde ici connaît mon avis sur la question. Je pense qu'il se devine, tout du moins, si vous me découvrez avec cet épisode. Vous avez un système capitaliste néolibéral qui crée X et Y phénomènes, X et Y conséquences. Parmi ces conséquences, il va y avoir la question de l'appauvrissement d'une partie de plus en plus importante de la population. Là, pour le coup, c'est un constat. Peu importe ce qu'on pense du néolibéralisme, c'est un fait. Bon. Ces individus-là, qui, pas de bol, se retrouvent du côté dominé de la situation, et qui donc s'appauvrissent, et qui voient vraiment tous les effets de la paupérisation dans leur quotidien, et qui du coup vont mal, parce que quand t'es précaire, tu vas mal, c'est normal, tu vis dans l'angoisse matin, midi et soir, quoi. Et bien après, vont développer des symptômes
d'anxiété, de troubles du sommeil, de troubles de l'alimentation, et puis évidemment c'est un lien, c'est des chaînes de causalité sans fin, hein. C'est qu'évidemment t'as aussi moins d'argent, tu manges moins bien, du coup t'as plus de problèmes de santé, bon bref, ça je vous l'apprends pas, je pense que c'est évident pour tout le monde, j'espère, mais une fois qu'ils vont se retrouver avec des thématiques d'anxiété, des thématiques d'addiction pour réguler cette anxiété, on va venir leur expliquer faudrait peut-être arrêter ces addictions-là, hein, parce que quand même quand on veut, on peut. Ne tient qu'à toi, hein, c'est une question de volonté, n'est-ce pas, hein, d'arrêter des addictions. Bon, je prends cet exemple sur l'addiction, je peux le prendre sur n'importe quelle autre chose, hein, sur la question de l'anxiété par exemple. Hein. Allez, j'attaque l'anxiété par un autre prisme, le féminisme. Les femmes, bon, surreprésentées dans les thématiques d'anxiété. Alors attention, dans un souci d'esprit critique et dans un souci de bonne foi intellectuelle, il faut noter le fait qu'il est très difficile d'avoir des données fiables concernant les hommes sur les questions de l'anxiété, puisqu'il y a un biais éducationnel et que la plupart du temps, ils sont éduqués à ne pas verbaliser, ne pas exprimer leurs émotions. Et même avant ça, bien avant ça, c'est que gardez bien en tête les pros de l'accompagnement. On en reparlera d'ailleurs dans la formation sur la posture, promo 8 qui attaque le 10 octobre. Il faut s'en occuper si vous voulez nous rejoindre, ou tout du moins être inscrit pour les attentes de la promo 9. Quand tu n'as pas la possibilité en tant que mec, parce que tu as été éduqué comme un mec, avec de gros guillemets, de verbaliser tes émotions. Mais donc de fait, ça implique que tu n'as pas le matériel pour les penser. Donc évidemment, la thématique émotionnelle, chez beaucoup de mecs élevés comme des mecs, entre guillemets, qui ont eu des éducations très normatives et très genrées, on n'a pas beaucoup de data là-dessus. Donc dans un souci d'esprit critique, il faut aussi noter le fait que les hommes sont probablement énormément plus anxieux que ce qu'on le pense, mais n'ont pas nécessairement appris à le penser, encore moins appris à le verbaliser. Et qu'il y a évidemment toutes les thématiques de honte, les injonctions, sois fort avec ça. Bref, parenthèse fermée, c'était pour être de bonne foi et être juste. J'en reviens à l'exemple, l'anxiété chez les femmes. Bon, on retrouve très souvent les femmes dans les thématiques d'anxiété, et d'ailleurs, tu les vois arriver, pour mes confrères et consoeurs psychiatres, ils les voient arriver en psychiatrie à l'adolescence à peu près. Hein. Avant ça, il y a vachement moins de filles que de garçons en psychiatrie enfant, mais à l'adolescence, vous allez voir les filles commencer à arriver, notamment pas que, mais notamment pour des thématiques d'anxiété. Et donc, et vous allez les retrouver adultes, bien entendu, sous toutes les formes possibles et inimaginables. Et après, on vient expliquer à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes et à ces femmes que, faut pas être hystérique, hein. Bon, alors faut se calmer, faut être régulé, faut se détendre. Oui, non mais d'accord, mais est-ce qu'on peut s'interroger 2 secondes sur faute à qui, en fait, que les femmes soient surreprésentées dans les thématiques d'anxiété, parce que, nonobstant le fait que elles sont surreprésentées, ultra surreprésentées dans les questions traumatiques, en fait. Et que s'il y a autant de femmes traumatisées, c'est bien parce que, au-dessus de ça, il y a un système patriarcal qui valorise ces violences, qui maintient ces violences et qui les invisibilise. Et donc, de fait, qui les maintiennent. Bon. Donc, 2 exemples comme ça, mais je pense que ça permet d'éclairer le propos pour montrer la thématique de cette individualisation des problématiques, de cette même surindividualisation des problématiques. Et alors sur les questions féministes, je pourrais vous en citer des tonnes et des tonnes. Hein. Je pense que parmi celles et ceux parmi vous qui sont investis dans les questions féministes, vous voyez très bien la question de la charge mentale. Hein, voilà. Tu vois, comme toute la société est pensée pour déléguer la charge mentale aux femmes, enfin déléguer c'est un faible mot, pour que la charge mentale se retrouve sur les femmes, charge mentale et charge émotionnelle d'ailleurs, 2 concepts différents, même si même idée de base, mais bon, l'une sur des questions plutôt d'intendance, de la charge domestique, les enfants, le travail, les rendez-vous médicaux des uns, des autres, machin, les courses, bon bref, la charge mentale et la charge émotionnelle, donc thématique que c'est les femmes qui sont en charge du care dans nos sociétés, du soin, et que du coup, elles vont réceptionner les émotions de tout le monde, et puis quand elles-mêmes sont fatiguées et à bout de nerfs d'avoir récupéré les émotions de tout le monde, elles vont généralement avoir besoin de se confier, et généralement, elles vont donc appeler leur copine, ou leur sœur, ou leur cousine, ou que sais-je, et donc d'autres femmes, et donc petit à petit, comme ça, vous voyez tout un réseau, et comment les femmes se retrouvent à faire support, la fonction support, et donc à porter la charge émotionnelle de tout le pays, même si, bien entendu, il faut aussi souligner que si ça se passe comme ça, c'est aussi parce qu'on n'apprend pas aux hommes à développer ces compétences, et à développer aussi les compétences de se soutenir entre eux. Reparenthèse fermée. Donc, je pourrais citer par exemple des questions de charge mentale dans la question de la surindividualisation des problématiques, et j'en arrive à mon aspect de la psychiatrisation de ces problématiques. Par exemple, la question de la charge mentale, où
quand j'ai écrit mon livre, j'ai une partie sur la charge mentale. Si tu veux lire mon bouquin, je te mets tous les liens dans la description. Quand j'ai écrit mon bouquin, donc il y a une partie sur la charge mentale, donc j'ai fait des recherches. Et donc je suis tombée sur un papier, pourtant d'un éminent professeur sur la question, qui démarrait pas trop mal d'ailleurs, le papier sur la charge mentale, pour montrer que depuis 1970, les hommes, il est vrai, font plus de choses à la maison puisqu'ils participent dorénavant 4 minutes de plus par semaine. Non, 14 minutes, pardon. 14 minutes de plus par semaine. Voilà. No comment. Je crois que j'ai même pas besoin de commenter plus que ça. Donc le papier est commencé pas trop mal. En revanche, il se termine sur une espèce d'hypothèse qui, je ne suis pas là pour dire si elle est vraie ou si elle est fausse, je veux mettre en exergue la psychiatrisation de la problématique. J'explique. Le papier en question évoquait l'hypothèse que si les femmes se retrouvent avec plus de charge mentale, c'est parce que ce sont des profils, la plupart du temps, beaucoup plus contrôlants. Admettons, j'aurais déjà des choses à dire, mais admettons, des profils plus contrôlants. Et donc, si ce sont des profils plus contrôlants, c'est aussi probablement parce que ce sont beaucoup des profils traumatiques. Et que, par le profil traumatique, elles deviennent donc plus contrôlantes, et donc, elles prennent plus en charge de charge mentale et de charge domestique. Et donc, conclusion, quelque part, mesdames, si vous avez un peu trop de charge mentale, c'est pas vraiment votre faute, mais voilà, c'est peut-être parce que il faudrait aller en thérapie et faire prendre en charge cette notion des aspects obsessionnels et contrôlants de votre personnalité. Bon, je suis pas là pour dire si ça c'est vrai ou si c'est faux, je ne suis pas chercheuse en psycho, c'est pas mon travail. Mais par contre, mon travail à moi, il est de pointer que, admettons que cette hypothèse clinique se vérifie, j'ai envie moi de poser la question, mais d'accord, mais enfin qui traumatise les femmes dans ce pays ? Le fait de les laisser en bout de course avec, admettons, la conclusion que ça les amène à prendre plus de charge mentale, de charge domestique, etc. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, du coup, on fait quoi ? On propose quoi ? Comment est-ce qu'on prend en charge cette thématique ? Vous noterez, j'ai pas dit comment est-ce qu'on prend en charge cette personne. Ça, c'est le travail des praticiens, des thérapeutes, des psychologues, etc. Bien sûr. Mais d'un point de vue plus systémique, une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de te dire, on n'a pas réinventé l'eau tiède quand même. Bon, je peux prendre un dernier exemple sur cette question de la psychiatrisation, l'éco-anxiété. Alors là, c'est le truc le plus flagrant, le plus représentatif de ce phénomène-là. C'est-à-dire, nous avons donc une planète dans un état catastrophique, je ne l'apprends, je crois, à personne. Nous avons des dirigeants qui, au mieux s'en foutent, au pire sont carrément réactionnaires sur les avancées écologiques. Donc vous avez des gens qui sont concernés, qui se sentent concernés par ce sujet, qui sont renseignés, qui sont impliqués, qui sont même militants par moment, et qui donc, raisonnablement, parce que ce sont des gens lucides sur ce qui est en train de se passer, sont excessivement angoissés de ce qui se passe et de ce qui les attend. Eh bien, figurez-vous que maintenant on a inventé un truc formidable qui s'appelle l'éco-anxiété. C'est-à-dire, non, c'est pas du tout que la planète est en train de crever et qu'on fait n'importe quoi. C'est vous, individuellement, individu 1, individu 2, individu 3, c'est vous avez de l'éco-anxiété. Vous avez un symptôme d'anxiété qui s'orchestre sur les questions écologiques. Et encore une fois, la question n'est pas de dire est-ce que ces individus n'ont pas de l'éco-anxiété. Mais oui, ils ont de l'éco-anxiété. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'invisibiliser les raisons systémiques et politiques pour lesquelles cette éco-anxiété existe et de uniquement pointer les symptômes chez les individus. C'est le cas pour la charge mentale des femmes, c'est le cas pour les traumas, c'est le cas pour l'éco-anxiété, c'est le cas pour toutes les personnes racisées à qui on vient reprocher d'être hystériques. Alors bon, hystérique c'est beaucoup le vocabulaire des féministes, enfin des féministes, que féministes on entend, je veux dire. Des personnes racisées à qui on vient expliquer, qu'elles prennent tout mal. Voilà, alors ça par exemple on l'entend tout le temps. Voilà. On dit oh oui, non mais on peut plus rien dire, mais bon quand même, ils prennent tout mal, machin, mais pourquoi ? Tu vois, admettons, déjà évidemment c'est une bêtise, mais admettons qu'on fasse une grande recherche comme ça psychologique et qu'on constate que les personnes racisées sont susceptibles. Vous comprendrez déjà à quel point c'est complètement con, pour être poli, mais admettons. Vous voyez, c'est comme le papier sur la charge mentale des femmes. Admettons on arriverait à cette conclusion, mais en fait la question n'est pas là. Mais la question c'est, oui, non mais d'accord, mais enfin, quel est le contexte systémique, politique qui a créé les causes et conditions et qui a créé ces symptômes-là, en fait. Bon, donc, je pense que vous avez compris le fin fond du raisonnement. Et donc, pour arriver tranquillement mais sûrement à la fin de cet épisode,
donner un peu des exemples à la suite. Et aussi pour m'adresser à vous directement, soit pour les pros de l'accompagnement, pour les bénéficiaires que vous accompagnez, soit à vous directement, parce que pour X ou Y raison, vous rencontrez des difficultés, vous allez mal en ce moment. Je connais pas vos vies, donc évidemment, peut-être que vous allez mal parce que vous êtes en deuil. Et évidemment, ça relève de l'individuel. C'est quelque chose qui arrive dans votre vie, à vous, d'individu. Peut-être que vous allez mal parce que vous n'avez pas digéré le repas d'hier soir. Et ça, oui, évidemment, c'est individuel, c'est votre système digestif. Bon, on est d'accord. Même si on pourrait, encore une fois, questionner plein d'autres choses derrière. Mais vous comprenez l'idée. Mais, pour certains d'entre vous, ou pour certains des bénéficiaires que vous accompagnez, pour certains d'entre vous, vous allez mal, pas parce que votre boulot vous emmerde. Enfin, si, peut-être, mais pas parce que ça va au-delà de ça, c'est ça que je veux dire. Ça va au-delà du fait que vous avez le blues du dimanche soir. Ça va au-delà du fait que vous n'avez pas envie d'aller au boulot lundi matin. En fait, vous n'avez pas envie d'aller au boulot lundi matin parce que vous êtes dans un système capitaliste qui vous broie, en fait, pour la majorité d'entre vous. Et il y en a parmi vous qui peuvent déjà ne pas partager mes idées, ça, bien entendu, c'est évidemment possible, c'est même évident. Et puis, il y en a parmi vous qui peut-être doivent se dire « Oh, ça va quand même, t'exagères, quoi. Enfin, ça va. » Et si vous pensez ça, c'est probablement parce que vous êtes du bon côté de la force. Voilà, c'était le petit rappel. Parmi vous, il y en a qui vont mal, parce que juste le capitalisme vous broie, parce que vous êtes des petits entrepreneurs, comme on dit, hein, et que le libéralisme crée ça. D'accord, c'est la base du capitalisme, en tout cas plus que du libéralisme. C'est la base du capitalisme, qui a besoin de beaucoup de petites entreprises pour racheter, pour constituer des monopoles. Et donc, ces monopoles bouffent des boîtes comme la tienne. Genre, tu n'y peux rien. C'est le capitalisme qui fait ça. Et donc, si tu vas mal, c'est pas que parce que tu ne sais pas être reconnaissant ou reconnaissante, ou parce que tu sais pas changer de focus attentionnel, ou parce que tu n'as pas fait ton yoga ce matin, ou... Mais excusez-moi, ça y est, je commence à m'énerver. Enfin, c'est délirant de dire des trucs pareils à des gens qui vont mal. Enfin... Quand même, quoi. Si vous avez des gens, vous, vos bénéficiaires, vos amis, cousins, ça rien moi, qui sont dans une merde noire, mais comment peut-on aller voir ces gens et leur expliquer qu'il faut qu'ils fassent plus de yoga, ou que c'est parce qu'ils n'ont pas mangé du chou kale ce midi, ou leurs chakras sont pas alignés, ou je ne sais quoi. Ce qui n'empêche pas, nonobstant le fait, que peut-être leurs chakras vont pas bien, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais encore une fois, tu peux... évidemment te retrouver dans une situation de tu vas mal parce qu'en fait tu galères avec ta boîte et qu'en fait t'es dans un système capitaliste qui de toute façon est pensé pour bouffer des boîtes comme la tienne, parce que, on va pas faire un cours ici sur le capitalisme, on aura l'occasion de le faire à d'autres moments, parce que ça crée des monopoles par définition. Vous avez un très bon exemple avec les États-Unis, hein, je ne vous apprends rien. Avec Apple et Microsoft, hein, par exemple, hein, qui sont devenus des monopoles mondiaux sur la question de l'informatique, etc. Et au demeurant, petite parenthèse, ces monopoles, du coup, n'auront pas d'autre solution que de s'en rendre à l'impérialisme, hein, pour continuer à fonctionner. Parenthèse de taille, notamment pour ces questions-là. Donc voilà, des fois, tu vas mal parce qu'en fait, t'es dans un système capitaliste qui te broie, parce que tu es du mauvais côté de la barrière. Des fois, tu vas mal parce que tu es entrepreneur ou entrepreneuse, hein, j'imagine, si tu es là ou en voie de l'être, et que tu vis dans un système je vais y arriver, néolibéral, qui t'oblige à la productivité et à l'efficacité constante. Et que se reposer, c'est une catastrophe, hein, parce qu'il faut travailler dur dans la vie, il faut mériter, blablabla, blablabla. Parce que tu pars peut-être pas avec les mêmes chances que moi, ou que ton collègue, ou que ton ex-associé, ou je ne sais quoi, et que pendant que, de fait, tu n'as pas eu les mêmes chances, le néolibéralisme vient t'expliquer qu'en fait, quand tu veux, tu peux, et qu'en fait, tout ne tient qu'à toi, etc. Donc c'est juste des montagnes et des montagnes et des montagnes de fausses informations, déjà, petit 1, et de culpabilité. Et par-dessus ça, il faut que tu sois productif tout le temps, il faut que tu sois efficace tout le temps, quitte à lutter contre la maladie, quitte à lutter contre ton manque de sommeil, quitte à lutter contre la période de vie dans laquelle tu es en ce moment. Par exemple, si tu es jeune parent, hein, et que tu es jeune parent, et alors là, par miracle, le néolibéralisme te demande d'être au travail de 8h du matin à 20h le soir, tout en gérant les enfants, le couple, et en maigrissant, s'il vous plaît, parce que quand même, il faudrait quand même pas avoir des kilos en trop, parce que c'est quand même excessivement grave, vous comprenez bien. Et d'aller récupérer le gamin chez la nounou, et de faire les courses, et t'occuper de ta maison. Bref, je ne vous apprends pas, vous connaissez. Des fois, vous allez mal parce que le patriarcat vous assigne à un rôle de reproduction, mesdames, de production, messieurs, et donc fait nécessairement peser des inégalités, éduque les femmes à la compétition et donc au dénigrement des autres femmes. Et donc des fois, si tu vas mal, c'est pas parce que tu ne sais pas nouer des relations avec d'autres femmes, c'est parce que tu as aussi tout un système patriarcal qui tient sur cet adage qu'on n'a rien inventé de mieux depuis Machiavel, diviser pour mieux régner, n'est-ce pas, hein ?
les femmes apprennent très très tôt à se bagarrer pour l'approbation des hommes et à se bagarrer entre elles. Et de l'autre côté, on a aussi cette injonction qui pèse là sur les hommes par le patriarcat, qui vous assigne à des rôles de toute puissance, qui vous assigne à des rôles de domination, de violence, de confrontation, etc. etc. Et que, certes, il vaut mieux être du côté des dominants que des dominés, mais quand tu es le dominé des dominants, en revanche, c'est pas toujours très très simple non plus, n'est-ce pas? Donc voilà, des fois vous allez mal parce que vous vivez dans une organisation raciste qui est contre vous et qui vous discrimine, qui ne vous donne pas les mêmes chances, qui vous met fondamentalement en insécurité. Donc quand les méritocrates m'expliquent que quand on veut, on peut, outre le fait que ça fasse faire des tours dans sa tombe à Pierre Bourdieu, entre autres, j'aime beaucoup qui viennent expliquer ça à des personnes racisées, qui viennent expliquer ça à des femmes, qui viennent expliquer ça à des trans, qui viennent expliquer ça à des pauvres, ou que sais-je, la liste malheureusement elle est longue. Donc cet épisode, pour pointer cette problématique de l'individualisation et de la psychiatrisation, à quel point ça sert bien les choses aussi, petite parenthèse, parce que du coup je reprends l'exemple de l'écologie, c'est le problème, c'est pas du tout qu'on a une planète qui est en train de brûler. Le problème, c'est il y a des gens qui sont éco-anxieux. Non. Il y a des gens qui sont éco-anxieux, certes, à juste titre. C'est pas pathologique d'être éco-anxieux dans la situation où on est, en fait. Je rappelle ça comme ça. Ce qui n'empêche pas, en revanche, que par contre, ça a des conséquences évidemment très 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 pénibles pour les personnes concernées. Attention, c'est pas mon propos. Et donc voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai déjà parlé un bon moment. La conclusion de tout ça, c'est de dire tout ne se voit pas en dehors du prisme individuel. Oui, il y a de l'individualité, bien entendu, sinon je ferais pas une partie de mon métier. Mais me semble-t-il, pour être quand même plus précis et plus percutant dans les analyses, et aussi pour être plus basé sur les questions militantes pour celles et ceux parmi vous qui sont militants ou qui sont en process sur ces questions-là, il faut penser les structures. Ce qui est encore différent que de penser les systèmes. Penser les systèmes, c'est évidemment très important. Pas moi qui vais dire le contraire, je vous casse les pieds avec ça tout le temps. Et il faut aussi penser les structures, parce que les structures telles qu'elles sont pensées, telles qu'elles sont créées et telles qu'elles fonctionnent, ne peuvent pas permettre autre chose que ce qu'elles permettent. Et donc il faut penser les structures, les structures idéologiques, les structures institutionnelles, les structures familiales, etc., etc. Puisque c'est ça qui va permettre qu'on ait une vision globale qui s'orchestre avec le local, on est d'accord, le global influence le local aussi, notamment quand vous avez plusieurs individus qui se réunissent et qui changent des comportements, etc., ça aura par rétrocausalité une influence sur le global, on est d'accord. Mais de fait, il faut aussi qu'on s'occupe du global, enfin il faut surtout même, j'ai envie de dire, qu'on s'occupe du global pour ne pas déléguer la responsabilité à des individus qui doivent se mettre dans des situations de contradiction et de paradoxes colossaux, et malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, et ou de vos amis, ou de vos collègues, ou quoi que ce soit, dans des situations qui sont même plus problème de la contradiction et du paradoxe, c'est dans des situations de survie. Non mais pardon, enfin je mets des mots durs, mais parce qu'il faut mettre des mots clairs, et parce qu'il faut décrire le réel, on nous l'a suffisamment volé ce langage, on se retrouve avec un nombre conséquent, inimaginable de personnes dans des situations de survie, en fait. Et donc, voilà, de penser les structures qui emmènent à ces résultats-là, qui emmènent à ces symptômes, puisque si on n'a pas fait le travail de penser les structures et de penser les systèmes, évidemment, on se retrouvera, c'est juste le serpent qui se mord la queue, en fait, nécessairement. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, parce que peut-être ça peut nourrir des réflexions ailleurs. Et ça fait partie des sujets qu'on commence à aborder dans la formation posture, la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante, c'est la promo 8, elle démarre le 10 octobre, tu as tous les liens dans la description pour découvrir la formation, pour réserver ton appel découverte. Au moment où je t'enregistre cet épisode, on est le 11 septembre, donc il reste encore quelques places, peut-être que d'ici que tu écoutes cet épisode, il n'y en a plus, je ne sais pas. Donc il faut vite se dépêcher, si jamais il reste une ou deux places, et de réserver ton appel découverte. De toute façon, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Tu as toutes les infos dans la description. Ou, de fait, pouvoir s'inscrire sur la liste d'attente de la promo 9. J'ai pas encore fixé la date, mais on attaquera en mars 2025, je pense, quelque chose comme ça. Mi-mars ou fin mars 2025. Voilà, pour tous les professionnels de l'accompagnement, coach, thérapeutes, qui veulent faire passer leurs accompagnements à un autre niveau pour avoir une posture assise, solide, basée, ancrée, et donc forcément gagner en confiance et en sérénité et en légitimité.
te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.